Monde. Ok, merci Eva. Bonsoir Noam, bonsoir Charlotte, bonsoir à tous. Euh, je voulais commencer cette conférence en vous remerciant doublement. D'abord d'être présent ce soir autour de Noam et de Charlotte. Et puis, merci aussi de nous avoir, pour une grande partie d'entre vous qui êtes là ce soir, accompagné nos travaux depuis maintenant une année que nous avons repris avec Eva et Céline, puis plus tard Marine Lanteroche et Patrick Bouffartigue, le pilotage de ce groupe. Alors, ce soir, c'est notre conférence de rentrée pilotée par Eva. On a beaucoup réfléchi au fait d'enrichir et de structurer notre offre en votre direction pour les mois à venir et pour cette nouvelle année. Alors, vous savez qu'on a en chantier un cycle de conférences sur les transformations de l'entreprise avec quatre grandes conférences. On a toujours les masterclass qu'on a initialisées l'année dernière avec le commissaire du gouvernement au développement durable. Notre prochaine invitée qui viendra dans quelques jours est Julia Maris, qui dirige la RSE du groupe Engie. On a également imaginé ce qu'on a appelé des alumni talks qui permettrait aussi de se réunir et de faire la connaissance, de rencontrer certains des membres du groupe, des alumni qui sont plus jeunes dans leur carrière, mais qui font des choses extrêmement diverses et extrêmement intéressantes et qui font avancer les choses. Donc ça, on vous proposera très prochainement une programmation qui sera liée à ça. Et puis, vous savez on a fait des appels aux bonnes volontés à plusieurs reprises et ils ont été entendus. Et on a pas mal de membres qui se sont adressés à nous pour nous dire qu'ils souhaitaient nous aider à enrichir le contenu, à proposer des sujets. Et donc, on a comme ça en chantier un projet sur le nudge pour faire évoluer les comportements avec Catherine Crocos-Leroy qui est avec nous ce soir. On a aussi une conférence en projet sur la redirection écologique particulièrement intéressante. Et puis, on a toujours nos événements qui permettent de nous réunir physiquement. Et il y a un événement qu'on fait en coopération avec Sciences Po qui a lieu le 30 septembre et vous êtes conviés si vous le souhaitez. Ça sera sur le campus de Saint-Thomas à l'occasion du forum ou de la semaine des carrières. Donc, on sera là toute la journée du 30 pour répondre aux questions des étudiants et leur apporter les conseils qu'ils souhaiteraient. Et donc, aller à leur rencontre. Donc, si ça vous intéresse, vous êtes bien sûr les bienvenus. Faites-le nous savoir. Et puis, on a également en projet un pot aux alentours de Noël, quelque chose d'un peu festif, et puis probablement une soirée de networking également. Mais j'arrête là. Vous voyez que c'est assez riche, on compte sur vous. Vraiment, n'hésitez pas, venez nous rejoindre. On en sera extrêmement heureux. Et je vais laisser la parole à Eva pour vous Merci présenter. Anne-Béatrice. Merci, j'espère que Noam et Charlotte, vous serez peut-être là pour un pot de fin d'année. En tout cas, on sera ravis de vous avoir avec nous. Charlotte, c'est un petit peu plus loin, mais peut-être que par un détour à Paris, c'est possible. Tout d'abord, merci Noam, merci Charlotte d'être là ce soir. Merci de vous être rendu disponible. On est vraiment ravis de vous accueillir pour cette conférence. Je vais très rapidement vous présenter, même s'il y avait déjà un petit mot dans l'invitation, et puis un peu évoquer le déroulé de ce soir. Donc, tout d'abord, Noam, vous êtes secrétaire général de l'ADEME. Vous êtes co-auteur aussi d'un ouvrage que j'invite vraiment, que j'ai sous la main, en plus que j'invite vraiment les uns et les autres à lire, qui a été paru aux éditions de la Découverte, La Finance Verte, avec aussi Julie Ansidey qui a coécrit ça avec vous. Et vous étiez avant cadre de la Banque de France et conseiller Finance Verte du ministre de l'Environnement. Et donc, on est évidemment très heureux de vous avoir ce soir pour évoquer
toutes les thématiques qu'on a prévu d'évoquer. Charlotte, vous êtes, et c'est pour ça que la conférence est en visio, sinon on aurait été ravis de se voir en vrai, mais Charlotte, vous êtes aux États-Unis parce que vous êtes en poste maintenant au FMI après une plongée et je pense un temps assez passionnant au DG du Trésor du ministère de l'économie et des finances. Vous avez été à la manœuvre de la taxonomie européenne, donc on aura l'occasion d'en parler. Et aujourd'hui, mais peut-être que vous en direz quelques mots, vous êtes expert climat, énergie et stabilité financière au FMI. Voilà, donc on est ravis de vous avoir. L'idée est que vous nous présentiez à deux voix un état des lieux d'abord pour commencer. Et pour ça, on a quelques slides. Mais l'idée de ce webinaire ce soir, c'est pas forcément de faire, de vous présenter tous les outils qui existent, de faire une énième peut-être un peu conférence sur tout ce qu'il y a. Ça, pour le coup, il y a par exemple le livre pour ça. Mais c'est aussi de rentrer dans quelques vifs débats qu'on a identifiés et dont on va parler, qui sont de l'ordre de quatre sujets. Un focus sur la transparence. En lien avec la finance, c'est évidemment un sujet important. Celui de la taxonomie, comme on a dit, qui est en ce moment un peu qui a été et qui reste quand même beaucoup dans l'actualité et qui pose beaucoup de questions. Profiter aussi du savoir de Charlotte sur ce qui se passe dans le reste du monde, et notamment vis-à-vis des pays émergents sur le front de la finance verte. Et puis, évoquer aussi les sujets d'illusion que parfois peut éventuellement donner le marché. Notamment, on a sur les sujets aussi ESG, récemment l'affaire de la Deutsche Bank qui a quand même présenté avoir tout un tas d'actifs ESG qui ne l'étaient peut-être pas ou pas du tout autant qu'ils le présentaient. Donc, est-ce qu'il y a une illusion aussi autour de l'emballement autour de ce marché de la finance verte? Donc, ça va être les sujets qu'on va essayer d'aborder avec vous. J'espère qu'on aura le temps de tout voir. Je vais essayer d'être un petit peu la maître du temps. Donc, je me permettrai de vous dire passons au prochain sujet quand on y sera. Mais tout d'abord, je vous laisse la main peut-être sur cette introduction qui a vocation à présenter l'état des lieux et pourquoi finalement on doit parler climat et finance. Et simplement pour des questions techniques, n'hésitez pas à écrire vos questions sur la discussion. Anne-Béatrice se chargera ensuite de nous les faire remonter tout au long. Donc dès que vous avez une question, n'attendez pas la fin du webinaire, mais commencez à les poser. Comme ça, on pourra les faire remonter petit à petit. Voilà, et je suis juste en train de voir pour le passage de la slide Quelqu'un qui a pris la main et qui a fait un joli trait jaune, je crois, je sur la crois gauche. qu'effectivement. Ah oui. Voilà, bon, je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à enlever le trait jaune, mais en tout cas, la slide est passée. Super. Charlotte, si tu me permets, je vais faire le premier point, puis je te laisse tout de suite la parole après. Donc, je suis ravi d'être avec vous ce soir pour vous parler de finance verte. Ce n'est pas quelque chose que j'avais appris à Sciences Po. Moi, je m'intéressais plutôt à des questions sociales à ce moment-là. Et c'est vrai qu'à force de traîner dans la finance, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un sujet. Notamment, j'ai été marqué par une de mes premières missions d'inspection dans ce qui était l'ancêtre de l'ACPR aujourd'hui, donc qui contrôle les banques et les assurances. Ça s'appelait la commission bancaire. Et ma première mission de contrôle sur place, ça avait été d'être dans une salle de marché qui faisait du trading carbone. Et j'ai découvert que la finance s'intéressait au climat. Mais alors, pas forcément que pour de bonnes raisons, c'est aussi parce que ça permettait de gagner beaucoup d'argent et d'essayer de placer aussi sur le marché des quotas carbone qui n'étaient pas forcément mérités, puisqu'il y avait beaucoup d'allocations gratuites de quotas carbone. Et donc, l'idée aussi, c'était de pouvoir essayer de les replacer au meilleur prix. Cette niche qu'ils avaient réussi à obtenir pour des industriels, par des industriels. Alors, pourquoi la finance s'intéresse au climat, hormis peut-être les gains? Alors, j'ai cru voir dans vos différents profils qui m'ont été transmis par Eva que vous êtes déjà beaucoup d'acteurs de la finance, donc je ne vais pas vous
vous rappeler tout ce qui s'est passé. Mais juste, moi, ce que j'aime bien, et j'ai toujours avec moi ce petit bout de papier, c'est l'accord de Paris sur le climat qui a été adopté en 2015. Et ce qui est important, c'est de voir que dès le premier article, les parties, les États, hein, les presque 200 pays qui ont participé à cet accord et qui l'ont ensuite ratifié, se sont mis d'accord sur un des 3 objectifs. Le premier objectif, c'était d'essayer de maintenir la hausse de la température en dessous de 2 degrés, voire 1,5 degré. La deuxième, c'était renforcer les capacités d'adaptation aux effets du changement climatique. Et troisième objectif, c'était de rendre les flux financiers compatibles avec un profil d'évolution, bref, avec les 2 degrés, parce que la phrase est un peu alambiquée. Et ça, c'est quand même assez marquant. Et quand on lit les écrits de ceux qui ont participé à cette négociation, ils ont été eux-mêmes très surpris que ce sujet monte aussi haut dans l'agenda politique de la négociation climatique qu'il n'avait pas vu venir, parce que jusqu'à présent, quand on parlait de finance climat, on parlait surtout de flux financiers vers les pays en développement, c'est-à-dire l'engagement des pays du Nord à aider les pays du Sud à s'adapter, parce que c'est surtout les pays du Nord qui, pendant la révolution industrielle, avaient émis beaucoup de gaz à effet de serre. Et là, on est rentré dans quelque chose de beaucoup plus ambitieux, puisqu'il s'est agi de rediriger, réallouer l'ensemble des flux financiers. Ce qui est bien plus important que les 100 milliards promis de financement au développement. Là, on parle de milliards. Quand on compte les flux financiers quotidiens sur les marchés des capitaux, c'est monstrueux. Donc, tout de suite, ça a mis beaucoup plus d'ambition. Et là où pourquoi les négociateurs n'avaient pas vu venir, c'est parce que c'est finalement venu du secteur financier lui-même. Certains acteurs de la finance, on pense à Michael Bloomberg, qui a été pilote de la TCFD, c'est une task force pour la transparence climatique des institutions financières. D'autres acteurs aussi de l'entreprise, notamment plutôt issus du monde anglo-saxon, ont aussi beaucoup œuvré. Et ça avait été, et vous connaissez probablement aussi la sortie de Mark Carney, l'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui, début 2015, plusieurs mois avant l'ouverture de la COP 21, alertait sur les risques climatiques pour la finance, qui était quand même assez nouveau. Moi, pour tout vous dire, quelques années auparavant, j'œuvrais à la Banque de France pour préparer les réunions du G20 ou du FMI, et il y avait régulièrement un point à l'ordre du jour sur la finance verte, et clairement, ce n'était pas le sujet de préoccupation de la Banque centrale. Pour vous dire, il n'y avait personne qui n'avait rien à dire sur le sujet. Là, je me situe en 2014 et je vois quand même tout le changement, tout le chemin qui a été parcouru, tout le chemin qui a été parcouru depuis. Alors, pourquoi ils font ça? Ce n'est pas par philanthropie, ce n'est pas parce qu'ils pensent que le climat, c'est important. Ce n'est pas que l'intérêt général qui guide le secteur financier, vous vous en doutez, vous le savez parce que vous travaillez aussi dans ce secteur. Et on sait qu'en général, dans le secteur financier, il est quand même mieux rémunéré que dans le secteur associatif. Donc, ce n'est pas que de la philanthropie, effectivement, qui guide aussi ce secteur d'activité. C'est parce qu'il y a un risque. Il y a un risque important de perte de valeur d'actifs, de perte de crise globalement. Et donc, il est important que le secteur se prépare et anticipe sa mutation. Il y a aussi une opportunité c'est de trouver des nouveaux secteurs d'activité plus rentables. Et donc, c'est là tout l'intérêt aussi de la réallocation d'actifs pour éviter de se retrouver en perte. Voilà, je ne veux pas être plus long à ce stade, juste vous dire, aujourd'hui, les besoins de financement, ils sont énormes. Il faut déjà réaligner l'ensemble des flux financiers, donc ça fait déjà beaucoup. Et en plus, il faut augmenter les financements favorables au climat. Donc là, on parle, rien que pour la France, de 30 à 50 milliards d'euros par an. Ce n'est pas beaucoup, mais à l'échelle mondiale, on parle plutôt de milliers de milliards de dollars. Et donc là, il faut aussi trouver les moyens, d'autant plus dans des pays parce que autant pour les pays occidentaux où les marchés des capitaux sont assez développés, dans d'autres pays où ce n'est pas le cas, ça nécessite aussi beaucoup de travail, notamment, vous savez que la Banque mondiale avait essayé de lancer un fonds d'obligations vertes pour les pays en développement, et l'ambition est beaucoup plus faible que ce qu'il peut y avoir dans d'autres pays plus avancés. Donc, la rélocation des flux financiers va être assez compliquée.
et ça demandera du temps, mais pour autant, on a besoin d'aller vite, parce que même si ce n'est pas la finance qui va résoudre le problème climatique, elle pourra y contribuer, en tout cas de façon assez importante, parce que c'est à travers la finance, c'est le capitalisme et le modèle économique qu'on adresse, et on sait qu'on a besoin de transformer le modèle économique aujourd'hui. On parle de sobriété, c'est clairement pas dans le mode de production et de développement actuellement qu'on connaît, de réduire la consommation ou de restreindre sa consommation. Donc forcément, ça remet en cause quand même beaucoup de bases et de basiques de notre modèle économique. Voilà, je ne vais pas être plus long, je passe la parole à Charlotte qui voulait développer notamment sur la question des risques climatiques. Oui, et aussi sur l'allocation, il me semble. Charlotte, est-ce que tu veux que je... Merci, oui, mais mais je pense que Noam a déjà dit beaucoup, mais peut-être en déroulant les slides, peut-être pour de voir certains chiffres, je pense qu'il y a peut-être des graphes qui peuvent aider, mais on peut juste le développer pendant 3-4 minutes, il n'y a aucun problème, comme vous le souhaitez. Pendant que si tu tournes les slides, Eva, je vais juste aussi vous remercier. N'hésite pas peut-être à compléter ce que disait Noam. J'ai un petit souci avec les slides qui marchent tout à l'heure, mais qui ont l'air de ne pas vouloir tourner. Je pense qu'effectivement... Mais vas-y, Charlotte, je vais résoudre ça. Non, bien sûr. En gros, non, mais pour compléter ce que disait Noam et ce qui était déjà très complet, effectivement, peut-être se rendre compte de deux choses. D'une part, l'inadéquation entre les besoins de financement, de finance climat, en tout cas de financement en faveur du climat, et en particulier dans les économies émergentes en développement, dans les pays à bas revenus, mais aussi dans les pays avancés. Et je pense que Noam l'a très bien dit en parlant des 30 à 50, enfin des 50 à 65 milliards par an qui sont évalués selon I4CE pour la période actuelle jusqu'à 2028, sauf erreur de ma part. Donc, des besoins de financement qui sont considérables, mais qui sont d'autant plus considérables dans tout le reste du monde, qui constitue aujourd'hui, faut se rendre compte quand même, 2/3 des émissions de gaz à effet de serre. Alors certes, il y a très peu, voire aucune responsabilité historique, et c'est la raison pour laquelle il est nécessaire d'engager tout le monde, et en particulier le secteur financier des pays riches, disons, pour engager la transition dans le reste du monde. Mais c'est aujourd'hui un sujet majeur. Inadéquation de financement, je pense qu'il faut bien avoir en tête que ça ne concerne pas seulement l'atténuation du changement climatique, mais aussi l'adaptation au changement climatique, et ce, dans des économies qui sont aujourd'hui pas préparées du fait de leur capacité budgétaire, notamment. On est en pleine crise des dettes souveraines, comme vous avez dû vous en rendre compte, avec une inflation qui est très importante, avec du coup des capacités de financement externes de la part, encore une fois, de la majeure partie des pays du monde qui sont extrêmement limitées, voire complètement nulles. Or, ces pays doivent aussi s'adapter aux conséquences du changement climatique, et comme vous le savez, sont particulièrement importantes dans ces régions du monde, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est, en Afrique, dans les petites îles du Pacifique et des Caraïbes. Moi, je le vois tous les jours dans mon travail. Je peux vous dire, quand vous sortez d'une réunion avec des représentants de Tuvalu, vous êtes a priori pas très optimiste à la fin de cette réunion, étant donné évidemment les conséquences ultra concrètes que ça revêt pour ces économies-là. Donc, des besoins d'allocation qui sont extrêmement importants. Aussi un besoin de comprendre le développement de cette finance dite verte ou durable dans un contexte macroéconomique tel que je viens de l'expliquer rapidement, mais plus large. Mais aussi, ce que j'entends par là, c'est qu'il y a un vrai besoin d'allocation sectorielle. Le GIEC, dans son dernier rapport d'évaluation, a très bien montré que des efforts doivent être faits dans l'ensemble des secteurs de l'économie, avec des technologies, par exemple, à financer dans l'ensemble des secteurs. On en parle peu, mais au-delà de l'énergie, dans le bâtiment, dans les transports, évidemment, dans l'industrie aussi surtout, et des besoins de sobriété et d'efficacité énergétique, ce qui ne sont pas les mêmes concepts, évidemment, avec du coup des besoins de financement qui sont énormes, et donc une nécessité aussi pour la finance, évidemment, et elle le fait déjà d'une certaine manière, mais de comprendre quelles sont les spécificités de financement de chacun de ces secteurs, en equity, en dette et par d'autres moyens. Donc, on avait, mais on vous les transférera, je pense, des slides qui montraient visuellement ces concepts-ci. Un troisième élément aussi, et c'est ce à quoi Noam a fait référence à la toute fin de effectivement les risques climatiques. La raison pour laquelle la finance s'intéresse au climat, c'est aussi parce que le climat, c'est un risque, enfin, c'est une réalité, mais c'est un risque dans sa traduction économique et financière, avec des modèles de gestion des risques
des modèles d'évaluation des risques aussi en pleine incertitude qui doivent complètement être refondés, si vous voulez, face à 3 grands types de risques qu'on dénomme ainsi, même si la typologie est en train d'évoluer, mais les risques dits physiques, donc les conséquences concrètes, si vous voulez, du changement climatique sur les actifs, pas seulement sur les actifs réels, aussi sur les actifs financiers. Les risques de transition, donc les politiques de transition, qu'elles passent par un pricing, enfin par un prix du carbone, mais aussi qu'elles passent par toute une série de politiques, ont des conséquences sur la valeur des actifs. On cite communément l'exemple des énergies fossiles et du secteur énergétique, mais il y en a plein d'autres. Et puis les risques dits de contentieux, qui sont en train aujourd'hui d'occuper une place particulièrement prépondérante, notamment dans toutes les méthodologies ou la révision des méthodologies de supervision par les banques centrales et par le FMI, étant donné que ces risques prennent évidemment de plus en plus d'ampleur. Donc, et face à tout ça, et alors je crois que c'était l'une des dernières slides qu'on avait préparées, mais seulement pour vous donner un très rapide état des lieux de ce qui est fait pour l'instant, principalement, enfin je vais me concentrer rapidement, mais principalement sur la réglementation européenne, mais il y en a plein d'autres ailleurs dans le monde. Alors on passe déjà beaucoup par la transparence, et ce sera le premier sujet de discussion, donc par l'information sur les marchés. L'information qu'on appelle extra-financière, mais en particulier sur le climat. On passe aussi par le déploiement, alors transparence qui peut se faire, excusez-moi, au niveau des entreprises, des entreprises non financières, de l'économie réelle, disons, mais également au niveau des institutions financières elles-mêmes. Quelle est la part d'un bilan bancaire qui correspond à des objectifs climatiques, par exemple? Quelle est la part des actifs sous gestion d'une société de gestion de portefeuille qui répond à ces mêmes objectifs climatique? On a aussi une transparence de plus en plus qui s'élabore au niveau des produits financiers eux-mêmes. Donc ça, c'est un premier levier. Un second, alors je n'ai pas la slide devant moi, mais j'essaie de faire cette tête, mais qui est celui des taxonomies. Donc, alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ces taxonomies émergent, selon les continents, selon les pays, selon les contextes, mais grosso modo, pour donner cette espèce de feuille de route, un peu de benchmark de l'action climatique qui doit se faire, alors soit en donnant des critères seulement pour les activités économiques pour lesquelles des technologies bas carbone, par exemple, sont déjà disponibles, ou des procédés industriels bas carbone sont déjà disponibles, ou encore donner des critères de décarbonation pour des industries qui sont aujourd'hui très, très intensives en carbone et qui constituent l'essentiel de nos économies. Donc, le déploiement de ces taxonomies à travers le monde. On a aussi un levier qui passe évidemment par la réglementation prudentielle, avec de plus en plus d'avancées. Alors, pas tant que ça en Europe, même si ça avance un peu, mais ailleurs aussi dans le monde et au niveau de banques centrales, surtout situées dans des pays émergents, pour le coup, qui avancent beaucoup sur le sujet de l'adaptation de la réglementation prudentielle des établissements bancaires, en particulier à ces enjeux de changement climatique. Charlotte, oui, pardon. Est-ce que tu peux peut-être préciser ce que c'est la réglementation prudentielle? Oui, c'est toutes les réglementations qui visent à assurer, pour le dire très simplement, les institutions financières à pouvoir absorber un risque et absorber un choc plus précisément exogène le plus souvent. Donc avec soit par exemple des exigences en capital, donc la nécessité d'avoir un certain coussin, si vous voulez, si je traduis de l'anglais, de fonds propres au sein d'une banque, par exemple. Encore une fois, je le dis de manière très simple parce que je ne me rends pas compte de la diversité du public qui est devant nous, et ce sont des sujets techniques. Mais la réglementation prudentielle, ça comporte aussi toutes les règles, si vous voulez, de gestion du risque et d'évaluation du risque par les institutions financières et puis par les superviseurs financiers. Et puis, ça comporte tout un volet de transparence, avec la nécessité pour les institutions financières dans leur ensemble, en particulier les établissements bancaires, de publier toute une série d'indicateurs qui sont à destination des superviseurs pour pouvoir établir la santé, si vous voulez, financière, la résilience financière d'une institution financière. Or, le changement climatique, comme on l'a dit, ça amène tout un tas de risques qui se propagent par des canaux de transmission qui sont beaucoup plus classiques, enfin, risque de crédit, risque de marché, via des canaux macroéconomiques ou microéconomiques, et tout ça, la banque doit pouvoir les évaluer et les intégrer dans ces dispositifs de gestion de risque pour être en mesure d'y faire face le cas échéant.
Or, étant donné la nature globale, systémique et surtout aussi incertaine dans ses effets du réchauffement climatique et de l'érosion de la biodiversité aussi, parce qu'on en parle peu, il y a des risques particuliers qui se posent au niveau micro, au niveau de la banque elle-même, mais aussi au niveau macro-financier, avec du coup des outils de gestion de ces risques qui doivent être adaptés. J'espère que c'était à peu près clair. Oui, c'était... Oui. Moi, pour le macro-prudentiel, peut-être juste, vous savez, il y a le comité de Bâle qui a décidé des ratios prudentiels, puis c'est valable également pour les assurances avec solvabilité 2, bientôt 3 au niveau européen. Donc l'idée, c'est d'éviter que, vous savez que les banques, en fait, elles créent de la monnaie, hein, elles impriment, c'est de la planche à billets. Il n'y a pas que la Banque centrale qui a le droit de faire ça, les banques, elles ont le droit de prêter à l'infini. Simplement, on s'assure qu'ils soient capables, si jamais il y a des retraits massifs ou de l'argent, qu'elles soient capables finalement de rembourser tout le monde. Donc, on s'assure que leur effet de levier par rapport à leurs fonds propres, elles ne puissent pas prêter trop par rapport à leurs fonds propres, qu'elles soient en capacité de faire face à des demandes. Et donc, on leur met un ratio de 2, par exemple, et donc elles ne peuvent pas prêter 10 fois plus que ce qu'elles ont en capital. C'est une forme de protection des épargnants. Et ça, c'était le principe de base. Et puis, à force, on a voulu raffiner parce qu'on adore la complexité en général administrative et les ingénieurs aussi des banques adorent essayer de gratter un peu plus encore de PNL, de produits bruts, enfin de valeur ajoutée, de trouver des subtilités à rajouter pour essayer d'augmenter encore plus ce ratio de levier. Et donc, ce qui fait qu'on arrive à des niveaux de complexité assez importants et on ajoute toujours des petites subtilités. Merci. Je pense qu'on peut, c'est une bonne transition aussi pour notre premier sujet parce qu'on est sur les réglementations. Et donc, l'idée, vous voyez normalement mon écran, hein, on est d'accord? Oui. Oui, ok, super. L'idée de ce premier sujet, puisqu'on était justement sur les réglementations, c'est de poser la question de la transparence. Voilà, est-ce que c'est l'alpha et l'oméga du verdissement des marchés? En tout cas, moi, j'ai en tête, en tant qu'exercice de transparence, notamment la CSRD qui est en cours de validation et qui va être une nouvelle directive qui va imposer encore plus d'entreprises de publier des informations extra-financières. On a l'impression que très certainement bientôt, en tout cas que ces informations vont être de plus en plus comparables normalement les unes avec les autres. Est-ce que réellement ça va nous permettre est-ce que c'est suffisant finalement cet exercice-là, cet exercice de transparence? Est-ce qu'il est tout aussi contraignant ici en Europe qu'ailleurs? Voilà un petit peu la discussion qu'on voulait avoir ensemble. Charlotte, tu veux démarrer? Ou comme tu veux. Pardon, il y a déjà une ou deux questions. Est-ce que Ah, pardon. on les pose? Bon, alors, il y en a une de Weijing sur les lecs et la production ELEC et qui demande quid de la contradiction alors pour la France, entre l'augmentation des besoins en électricité à horizon 2050, en tout cas tel que le laissent entendre les prévisions, et d'un autre côté, un mix énergétique qui veut privilégier les énergies non fossiles, mais ne maximise pas forcément la part du nucléaire. Donc, première question, bon, elle n'est pas très financière, mais bon. Et deuxième question, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur l'attitude des institutions financières internationales par rapport au nucléaire, d'autre part, mais peut-être que vous voudrez en parler au moment de la taxonomie, je ne sais pas. Et ensuite, comment est-ce qu'on peut mobiliser d'une façon plus large les fonds, les capitaux privés et publics pour couvrir les besoins en électricité, pardon. Une question très énergétique. Oui, c'est très ton énergie. Peut-être on peut en parler effectivement pendant la taxonomie. Quand on parle de taxonomie. D'autant plus qu'il y a des sujets qui n'ont pas forcément à voir avec la finance verte directement sur la baisse de consommation d'énergie.
Et sur la position des superviseurs bancaires, on pourra en parler aussi sur le rôle des banques centrales un peu plus tard. Peut-être ce que je vous propose, parce on avait acté 4 thématiques un peu débat qu'on voudrait aborder l'un après l'autre. Je pense que Ouais, et puis la taxonomie, c'est le deuxième, donc on peut voilà. peut-être Donc, juste faire ça, et puis de toute manière, on répondra à la question effectivement sur le nucléaire, plus sur la taxonomie. d'accord. Donc, si ça va à tout le monde, moi, je peux peut-être commencer sur la partie transparence. Vous savez un peu les limites de la transparence, c'est-à-dire trop de transparence tue la transparence, dans la mesure où si vous balancez une grande masse d'informations que personne n'est capable d'exploiter, ça nuit à l'utilité finalement de la transparence. C'est comme l'open data, parfois ça peut conduire à un peu noyer les utilisateurs. Néanmoins, ce qui est vrai, c'est que ça permet aux marchés qui sont quand même très demandeurs d'une masse d'informations. Les marchés des capitaux, quand même, s'appuient sur beaucoup de bases de données, business intelligence, comme on dit. Et donc, ils ont les moyens aussi de pouvoir l'exploiter. Donc, c'est vrai que ce n'est pas forcément utile au particulier qui va pouvoir savoir l'entreprise X, Y ou Z ou l'institution financière. En revanche, ça fournit au marché une information qui peut ensuite se restituer dans les prix. Est-ce qu'on reste encore aujourd'hui dans un monde où le prix est quand même l'indicateur principal dans les choix, dans les arbitrages, les décisions, dans les prises de décision? Donc, l'avantage de la transparence, c'est que ça permet de savoir quelle est la stratégie d'une entreprise, où est-ce qu'elle se situe, et pouvoir ensuite évaluer sa résilience à un avenir où il y a du changement climatique qui est certain maintenant, on le sait, c'était une des slides que Charlotte avait préparée, où on voit les projections du GIEC. On voit que le réchauffement, il est aujourd'hui sûr pour à peu près 2 degrés. On se situe dans un monde quand même qui avait mis 10 000 ans à arriver à plus de degrés. Donc, autant vous dire que là, quand ça arrive en quelques dizaines d'années, ça va très vite et les changements, on ne les maîtrise pas très bien. Passer 2 degrés, ce qui semble aussi être encore assez probable, ça va nécessiter, ça va conduire certainement à de la casse sur les actifs, notamment financiers. Et donc, aujourd'hui, les marchés financiers vont valoriser différemment ceux qui affichent une forme de résilience à l'avenir et ceux qui ne l'affichent pas. Aujourd'hui, ça ne se traduit pas nécessairement dans les prix. Il y a quelques études, notamment sur les obligations vertes, pour voir si effectivement le fait d'être une obligation verte ou pas verte conduit à quelque chose, parce qu'en réalité, le risque de crédit reste exactement le même. C'est la même entreprise, c'est la même signature, c'est le même risque de défaut finalement, que l'entreprise soit faillite, l'obligation soit verte ou pas verte. Et il semble qu'il y ait un petit premium, une petite valeur ajoutée, c'est les investisseurs sont prêts à perdre un petit peu en rendement pour avoir quelque chose de vert, parce qu'ils se disent que ça va peut-être valoir plus cher demain. Donc, c'est un pari sur l'avenir, c'est une spéculation sur le fait que ce qui est vert sera meilleur demain. Alors aujourd'hui, la transparence, malheureusement, elle est pas toujours harmonisée. Donc, c'était tout l'intérêt du rapport de Michael Bloomberg, qui avait piloté un travail international avec le G20 et le Conseil de la stabilité financière mondiale, le CSF, on dit en français, mais c'est le FSB en anglais. Et donc qui visait à essayer d'harmoniser un peu ce qu'on est censé restituer en matière de transparence, parce qu'il faut pouvoir comparer, parce que juste être transparent, ça n'a pas d'intérêt si on ne peut pas comparer une entreprise ou une entreprise d'investissement, une institution financière par rapport à une autre. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est de réussir à avoir des choses comparables et harmonisées, parce que sinon, tout le monde peut afficher ce qu'il veut, ce qui l'intéresse. Une autre chose aussi, une autre limite aujourd'hui aussi de la transparence, c'est le fait que tout le monde se dise en 2050, je serai neutre en carbone. Vous n'avez pas aujourd'hui une entreprise qui ne vous dit pas en 2050, je suis neutre en carbone. Même les États, tous les États sont neutres en carbone en 2050, si on les écoute. En revanche, ce qu'on ne sait pas, c'est s'ils sont réellement sur la trajectoire d'aller vers la neutralité carbone. Et c'est là, généralement, où le bas blesse, parce que typiquement, pour prendre le cas de la France, donc je ne parle pas des institutions financières en l'occurrence, on dit que si on veut arriver à la neutralité carbone, il faut baisser les émissions de gaz à effet de serre de 5% par an. La seule fois où on y est parvenu pour l'instant en un siècle, c'est avec la crise du Covid, où effectivement on a baissé de 5% les émissions de gaz à effet de serre, mais je ne suis pas sûr qu'on ait envie d'avoir une crise Covid tous les ans pour parvenir à la neutralité carbone. Et c'est exactement la même difficulté qu'ont les entreprises aujourd'hui. C'est plus facile à afficher qu'à faire. Et donc, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de réussir à évaluer et à mesurer finalement qu'on est bien sur la bonne trajectoire. Typiquement, il y a un outil que l'ADEME a développé avec le CDP, le Carbon Disclosure Project, maintenant avec le World
Benchmarking Alliance, qui est une fondation néerlandaise, où on vise justement à s'assurer que dans les stratégies d'investissement, dans la gouvernance, dans les projets et les produits qu'ils réalisent, les entreprises sont bien alignées avec une trajectoire de degrés. Et alors, je vais prendre un exemple bien connu en France. Vous savez, on est très fiers d'avoir un électricien en France qui est décarboné grâce à son parc nucléaire. Néanmoins, il a passé ce test d'évaluation justement de la transition de degré. Et il se trouve qu'entre l'ambition qu'ils affichent et la réalité de leur stratégie, aujourd'hui, il y a un sacré écart. Pourquoi? Parce que EDF perdait des parts de marché dans l'électricité et donc se développait, se diversifiait dans le gaz. Donc forcément, le gaz est moins aligné avec les enjeux climatiques. Donc forcément, ça réduisait, ça détériorait sa notation en matière d'évaluation, d'alignement de la trajectoire. Donc voilà un peu le genre d'outil qu'il faudrait, de mon point de vue, un peu développer. Et ça nécessite une harmonisation des pratiques et des mesures, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu la foire, on va dire. C'est comme le début des rapports RSE, où chacun met un peu la petite photo, la petite action qui va bien, et ça manque un peu d'harmonisation. Et bon, c'est peut-être une culture du chiffre aussi, mais je crois que le secteur financier a une culture du chiffre également, et donc il n'y a pas de raison qu'on n'y parvienne pas. Charlotte, je te laisse compléter là-dessus. Non, bien sûr, et totalement d'accord, évidemment, avec tout ce que vient de décrire Noam. Je pense qu'il faut se rappeler aussi à quoi sert l'information. Enfin, sur les marchés, les marchés ont besoin d'une garantie. L'information, c'est la garantie que les marchés, je devrais le dire comme ça, fixent des prix qui sont efficaces et appropriés par rapport à la valeur intrinsèque de leurs investissements. Et donc, on a besoin de connaître les fondamentaux des entreprises et du coup aussi de résoudre ces asymétries d'information entre ceux qui fournissent du capital et ceux qui en ont besoin, donc les entreprises. Et aujourd'hui, comme l'a dit Noam, en ce qui concerne le climat, mais pas que, pour tout ce qui est extra-financier, en premier lieu le réchauffement climatique et l'érosion de la biodiversité, je les mets en premier lieu parce que sans ça, il n'y a plus d'humains, malheureusement, il n'y a plus rien. Donc, on a besoin de se concentrer là-dessus, nonobstant les autres objectifs complémentaires. Or, sur tous ces éléments-là, il y a effectivement une transparence qui est aujourd'hui non seulement limitée, qui est très foisonnante, quoique ça dépend des pays, ça dépend des industries, ça dépend aussi des périodes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de comparabilité dans le temps, souvent même au sein d'une même entreprise. Et puis surtout, est-ce qu'on a finalement l'information qui sert le plus pour pouvoir le mieux allouer du capital vers là où on en a besoin, au sein même d'une entreprise ou entre entreprises, et là où il faut gérer des risques aussi. Et c'est là où le bas blesse, je pense, notamment parce que il y a aussi très peu de ce qu'on dit, on dit en anglais de reliability, c'est-à-dire on a une information qui est finalement de très faible qualité, mais surtout qui est très difficile à auditer. Et puis surtout, il y a une supervision de la publication de ces informations qui est très faible aujourd'hui. Et malgré, par exemple, l'avancée de l'Europe, pour l'instant à un stade seulement réglementaire, parce que cette directive qui a été révisée n'est pas entrée en application encore. On parle de rapport pour dans 2 ans, sauf erreur de ma part. En tout cas, ce n'est pas tout de suite. Il y a une question de supervision ensuite. Et je pense que ça, c'est un élément qui distingue typiquement les avancées réglementaires qui peuvent exister ailleurs dans le monde. Je pense notamment aux États-Unis et en Europe, c'est cette question de la supervision. C'est-à-dire qu'on a souvent en Europe des très belles règles, des rapports, j'en ai moi-même écrit certains en France qui font 300 pages, on donne toute l'information, etc. On est très fort pour ça. En revanche, pour mettre en application et surtout pour potentiellement sanctionner, parce qu'il y a aussi cette question-là, mais je pense que c'est ça aussi qu'on pose, parce que est-ce que ça suffit la transparence? Moi, je crois que non. Je pense que c'est une nécessité. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas imaginer faire le reste si on n'a pas un minimum d'informations, mais ça doit être supervisé. Et surtout, il doit y avoir des incitations et des désincitations aussi. Et je pense que toute la question de l'ancrage finalement de ces réglementations dites de finances durables dans un contexte juridique et de supervision plus large, il n'a pas lieu aujourd'hui en Europe. On ne parle pas d'incitation fiscale, on ne parle pas de désincitation fiscale notamment. On parle très peu de comment est-ce qu'on fixe un prix au carbone en même temps, en complément, disons, de toutes ces réglementations. C'est-à-dire qu'on voit les choses de manière totalement séparée. Aussi parce qu'on évolue dans un certain disons,
certains domaines ou une certaine théorie économique aussi qui fixe l'ensemble disons, des évolutions au niveau du prix, alors qu'il n'y a pas forcément que le prix qui importe. Mais bref, ça, c'est encore un autre débat. Mais voilà, donc en fait, il y a ces problèmes, je pense aussi, d'implémentation, pardon pour le franglais là-dessus, mais qui sont extrêmement importants et qui pourraient faire la différence aussi entre des cadres réglementaires qui peuvent un peu diverger, voire beaucoup diverger dans leur philosophie. Et je pense que c'est ça aussi l'important. Et moi, la critique, et je dis ça, lorsque j'étais au Trésor, j'ai eu l'occasion donc, de co-rédiger avec Patrick de Cambourg le rapport qui a mené ensuite à la révision de cette réglementation au niveau européen. Et puis, j'ai beaucoup travaillé ensuite au sein de l'EFRAG, au sein du Trésor là-dessus. Je pense que c'est effectivement important. Je ne suis pas en train de revenir sur tout ce que j'ai fait. En revanche, j'ai toujours eu du mal avec le fait que, et c'est la raison pour laquelle on a appelé cette section comme ça, le fait que ça soit politiquement, en tout cas, endorsé, entre guillemets, comme l'alpha et l'oméga de l'action qu'on peut avoir, l'action que les pouvoirs publics et les régulateurs et les superviseurs peuvent avoir sur le verdissement, entre guillemets, des marchés financiers, ce qui est, à mon sens, un leurre complet. C'est-à-dire que je pense que même si on a l'information parfaite, ultra bien structurée, ça m'étonnerait que ça change grand-chose. En tout cas, je pense que ça sera nécessaire, mais ça sera loin d'être suffisant. Et c'est la raison pour laquelle je pense que toutes ces autres réglementations, pas seulement d'ordre financier, enfin en tout cas de réglementation dite financière, mais aussi fiscale notamment, sont extrêmement importantes. Au-delà aussi, enfin en sus, je devrais dire, de réglementation beaucoup plus liée à la gestion du risque ou encore à la gouvernance de l'entreprise, etc. Et ça, on en parle de plus en plus en Europe, aux États-Unis. Je pense au devoir de vigilance français, mais il y a toute une, disons, une mouvance réglementaire aujourd'hui qui s'inscrit là-dedans. Donc, je pense qu'il faut aussi avoir ça en tête. Après, je le vois parce qu'il y a la question sur le chat. Je pense qu'il y a la question, ce fameux débat de la double matérialité qui doit paraître, en tout cas qui doit être connu de certains d'entre vous. Je pense qu'il faut aussi peut-être remettre les choses dans le contexte, c'est-à-dire qu'effectivement, l'information sur les marchés, elle sert à plusieurs choses. Elle sert à la formation des intérêts, elle sert à l'allocation de capital, à la dynamique des marchés, et puis elle sert aussi à mieux gérer, à mieux évaluer en tout cas le comportement des entreprises. Et une fois qu'on a dit ça, on se dit quelle est l'information dont on a besoin. Or, il y a, à mon sens, surtout sur le climat et sur la biodiversité, il n'y aurait pas une information qui serait utile qu'aux investisseurs, aux grands méchants investisseurs, si je peux me permettre de dire comme ça, aux grands méchants financiers, et puis l'information qui serait utile à la société et aux gentils de l'autre, et qui ne serait pas nécessairement la même. Je pense qu'on a trop mis sur un plan différent les deux types d'informations, parce qu'il y a presque une soutenabilité faible de la matérialité, si ce concept de l'économie de l'environnement parle à certains, et une soutenabilité forte. C'est-à-dire que la version la plus faible de la double matérialité, ça serait de se dire il faut publier pas seulement l'information du coup qui va avoir un impact direct sur mon modèle d'affaires, un impact financier, mais aussi des informations qui ont un impact sur l'extérieur, en particulier sur le climat, sur les écosystèmes, et qui en retour pourraient se traduire aussi en risque financier. Ça, c'est la version la plus faible, si vous voulez, qu'il faut avoir de la double matérialité, qui est aujourd'hui adoptée, par exemple, par l'ISSB, donc ce nouveau standardisateur de l'information extra-financière au niveau international, et qui, comme c'est dit sur le chat, est présidé par un Français. C'est cette version la plus faible, entre guillemets, de la double matérialité. Puis il y a une version plus forte qui serait et ça vient par ailleurs, j'ai envie de dire, du droit américain, ce qui est assez drôle. Est-ce qu'une personne raisonnable pourrait avoir besoin d'informations qui n'auraient pas de répercussions financières directes? Et donc là, on se situe sur un niveau d'information qui pourrait peut-être dépasser les impacts qui, en retour, seraient financiers sur le modèle de l'entreprise. Et je pense que c'est cette distinction qu'il faut bien avoir en tête. Et se dire que, effectivement, moi, personnellement, je porterai évidemment, et je le fais parce qu'au FMI, on participe à l'ISSB, à cette version forte de la double matérialité. Or, je pense qu'il y a une question ensuite, encore une fois, de supervision, de mise en œuvre. C'est-à-dire que dans plein de pays, et je ne dis pas ça pour les défendre aucunement, je pense qu'au contraire, ça montre l'importance du droit aussi dans tout ça, c'est qu'il y a plein de pays dans lesquels toute information publiée, la plus insignifiante possible, peut-être l'objet de répercussions juridiques extrêmement importantes, voire un niveau presque constitutionnel pour certaines d'entre elles. Et je fais là référence au débat qui se pose aux États-Unis sur la règle de reporting de la SEC,
règle de reporting climatique qui a été proposée. À savoir que n'importe quelle entreprise, et vous le savez, surtout aux États-Unis par exemple, c'est bien connu et ça va au-delà du monde des entreprises, en tout cas n'importe quelle entreprise peut se retrouver en procès pour des dizaines, des centaines de millions d'euros de la part de la SEC, hein, genre les superviseurs, il y a clairement une différence avec l'AMF quand même, il faut le dire, qui est extrêmement importante. Enfin, du coup, des répercussions financières extrêmement importantes. Et du coup, il y a toujours cette espèce de excusez-moi, comment on dit ça, enfin, en gros, d'être vigilant sur le niveau d'information qu'on peut publier. Et c'est le cas, non, malheureusement, hein, je ne le dis pas comme quelque chose de positif, mais c'est le cas dans plein de pays. Donc, je pense qu'il faut au moins s'accorder au niveau international sur quelque chose qui soit le plus ambitieux possible, pour aller plus loin après, ça c'est certain. Mais voilà, c'est toujours cette question de l'enforcement, comme on dit en anglais, qui est extrêmement importante. Et je pense qu'on oublie aussi beaucoup en Europe quand on en parle, parce qu'on voit la règle et on ne voit pas nécessairement après comment elle va être mise en œuvre, mais en tout cas comment elle va être appliquée par le superviseur. Et la question de l'incitation et de la désincitation financière, je pense qu'elle est extrêmement importante. En tout cas, je pense que ce n'est pas l'alpha et l'oméga, même si c'est nécessaire. Et il y a beaucoup de progrès à faire en la matière. J'ai été peut-être un peu longue, je suis désolée. Non, mais c'est je vois pas le temps qui merci court. Charlotte, c'est hyper intéressant. C'est marrant, moi je pensais que la double matérialité proposée là par les FRAG sur la CSRD était justement une double matérialité forte, non? Ou finalement... Oui, elle l'est au niveau européen. Elle l'est pas au niveau international ou au niveau américain. Sachant qu'il faut savoir qu'il y a d'autres pays dans lesquels il y a ces règles de reporting climatique. Hein. On parle souvent que du niveau global des États-Unis et de l'Europe. Il y a le Japon, il y a la Chine, il y a le Royaume-Uni, la Suisse, la Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande, si je ne me trompe pas. Donc, ça fait quand même pas mal d'autres pays. Et je ne parle même pas des taxonomies, on en parlera après. Et je dis ça parce que c'est évidemment important pour plein de raisons. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises multinationales françaises qui regardent de très près ce qui se passe aussi dans ces autres pays. Encore une fois, pour des raisons aussi évidentes de risques juridiques, même si évidemment, ça ne devrait pas constituer le seul point de vue, disons, des marchés sur ces réglementations. Mais comme l'a dit Noam, on n'est pas dans le milieu de la philanthropie, malheureusement. Je pense Anne-Béatrice, est-ce qu'il y a 2-3 questions? Mais je crois que vous, Noam, Charlotte, je vous vois déjà répondre aux questions, donc on peut... Sur la taxonomie, peut-être si ça te va, parce que je vois le temps qui file. Bah oui, c'est ça. Je voudrais qu'on ait le temps d'aborder les 3 autres Effectivement. Donc, je pense qu'en plus, il y a une question qui rejoint un peu le sujet de la taxonomie. Et donc, effectivement, l'autre débat qu'on voulait un peu mettre sur la table, j'ai clairement un problème pour faire passer les slides, mais c'est pas grave, c'est le sujet de la taxonomie. Finalement, est-ce que c'est un complément aux politiques climatiques et comment ça vient se mettre en place avec tout le reste de toute cette réglementation. Et je pense que ce sera l'occasion d'aborder la question du nucléaire et comment cette taxonomie au niveau européen elle a été mise en place et quelles sont un peu, Charlotte, je pense, tu pourras nous parler aussi des taxonomies qui existent ailleurs dans le monde. Voilà. Et en attendant, je vais régler la question des slides. Charlotte, je te laisse commencer. Oui, bien, avec plaisir. Non, mais alors sur les taxonomies, je pense que, alors, je pourrais parler de la taxonomie européenne parce que je connais du coup très bien le sujet, mais moins depuis quelques mois. Donc, Noam, je te laisserai évidemment reprendre la main là-dessus. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la taxonomie européenne, pour plein de raisons. D'une part, c'est pas la première région à l'avoir fait. Hein. Les premiers, déjà, il y a eu des taxonomies dites privées, mais ensuite, il y a eu la Chine. Mais en tout cas, c'est la première région du monde à avoir instauré une taxonomie qui dépasse le seul outil ad hoc, à savoir, on publie une jolie classification, un joli rapport, et puis on n'en fait pas grand-chose après, à moins peut-être pour l'émission d'obligations vertes, mais c'est tout. L'Europe a heureusement une ambition plus importante, à savoir que les entreprises doivent pas seulement être transparentes sur toute une série d'indicateurs qui sont aujourd'hui en train d'être adoptés par les FRAG, effectivement, mais aussi sur leur alignement ou non avec les critères de la taxonomie. Peut-être pour rappeler très brièvement qu'une taxonomie, que ce soit en Europe ou ailleurs dans le monde, moi j'appelle ça comme un dictionnaire. C'est-à-dire vous avez 3 tomes généralement, puisque le modèle européen a été quelque peu repris dans d'autres pays, à savoir on regarde l'ensemble de l'économie, l'ensemble des secteurs de l'économie, et dans le premier tome, on se dit voici les secteurs et du coup les activités, parce qu'on fonde le plus généralement une taxonomie sur la base
sur la base de classification statistique avec des codes statistiques. Et on se dit quelles sont les activités pour lesquelles on a des technologies qui sont déjà compatibles avec la neutralité carbone. Exemple classique, on peut produire de l'électricité à partir d'énergie solaire. Ça, c'est déjà bas carbone, super. Ça, c'est dans le premier tome, si vous voulez. Et vous faites ça pour l'ensemble des secteurs de l'économie. Vous avez ensuite un second tome du dictionnaire qui, là, vous donne, pour les mêmes secteurs, ou alors même pour des secteurs encore plus larges, des activités pour lesquelles, qui sont aujourd'hui très intensives en carbone. Je pense à la production de ciment, d'acier, aux véhicules thermiques, au secteur du bâtiment, à l'agriculture, etc. Activités pour lesquelles des technologies qui sont d'ores et déjà pleinement compatibles avec la neutralité carbone n'existent pas, ou des procédés industriels bas carbone n'existent pas, ou ne sont pas pleinement déployés sur le marché pour des raisons techniques le plus souvent, voire pour des raisons économiques. Et donc là, les taxonomies vous donnent des critères qui vous permettent de juger la progression ou non de cette activité par rapport à un objectif disons, de limitation du réchauffement climatique qui a été donné au préalable et qui vous permet du coup de venir financer des entreprises qui, encore une fois, pour l'immense majorité des entreprises, sont extrêmement intensives en carbone, pour venir financer des améliorations de procédés industriels ou des technologies spécifiques, etc. Il faut savoir que dans les taxonomies, on parle très peu, voire pas du tout, d'efficacité énergétique et ni évidemment de sobriété, parce que du coup, ça aurait un impact, en tout cas une fonction macroéconomique largement différente. Ça, c'est pour le deuxième tome. Et le troisième tome du dictionnaire, si vous voulez, ce sont des activités qui vont permettre à d'autres de pouvoir se décarboner. On a aujourd'hui des besoins extrêmement importants justement de financement dans l'efficacité énergétique qui constitue une grande part, en tout cas une part assez importante disons des moyens de décarbonation aujourd'hui dans le monde. C'est rappelé, je pense, tous les ans par l'AIE, par l'Agence internationale de l'énergie dans son rapport. Et je pense que jusqu'à cette année, du fait de la guerre en Ukraine, on en parlait très peu. Maintenant, on se rend compte à quel point c'est important. Mais il y a aussi tout ce qui est maintenance des réseaux électriques, par exemple, le financement, la recherche et développement, l'ingénierie. Alors, on parle très peu aujourd'hui, à part dans certaines taxonomies en Asie pour des raisons plus évidentes, mais on parle très peu du secteur minier. Parce que pour faire tout ça, on a évidemment besoin de métaux. Et dans la taxonomie européenne, en tout cas moi, jusqu'au moment où j'étais encore au Trésor et que je négociais ce texte et ces critères, etc., c'était toujours l'angle mort, disons, des négociations. C'était qu'est-ce qu'on fait du secteur minier qui est extrêmement important, évidemment, pour tout ça. Donc, voilà, donc, ces trois séries d'activités. La taxonomie européenne, ce qu'elle fait, c'est encore une fois, si vous ouvrez le sommaire, vous dites, c'est pas vert forcément, parce que vous avez du plastique, du ciment, donnez-le à Madame Michu dans la rue, elle vous dira, je comprends pas pourquoi c'est vert. Et encore une fois, c'est parce que pour beaucoup de ces activités, des critères qui leur permettent d'être dites alignées sur la taxonomie, en tout cas qui leur permettent de satisfaire un certain niveau d'exigence climatique. Et c'est là où le débat a lieu, notamment sur le nucléaire, alors pas tant pour des raisons d'émissions de gaz à effet de serre évidemment, mais par rapport à d'autres objectifs environnementaux, notamment liés à l'économie circulaire ou encore à la préservation de la biodiversité. C'est là où il y a un débat sur la place du gaz. Évidemment, le gaz est-il une énergie de transition? On peut en parler, je pense, pendant des heures, avec évidemment des critères qui ont été retenus par l'Union européenne qui ne satisfont pas beaucoup de parties prenantes, étant donné leur désalignement avec les recommandations du GIEC et de l'Agence internationale de l'énergie notamment. En tout cas, je vous invite aussi à aller regarder les critères sur l'hydrogène, sur le ciment, dont on parle très peu à mon sens dans la presse, mais qui sont d'autant plus problématiques aussi, probablement un peu moins sexy, mais extrêmement important. Donc, la taxonomie européenne, elle couvre tout ça. Après, beaucoup d'exigences réglementaires sont liées à cette taxonomie. À savoir, c'est pas juste un joli rapport sur lequel on peut s'écharper, justement, ça revêt vraiment des exigences de publication, de transparence, de la part des entreprises non financières, mais aussi de la part des banques. Par exemple, une banque, dans 2 ans, devra vous dire quelle est la part de son bilan, pour l'expliquer simplement, qui répond aux critères de la taxonomie. Vous ouvrez un bilan bancaire, vous ouvrez le capot, vous n'avez pas que des obligations d'entreprise. Donc, c'est un vrai challenge, évidemment, d'aller regarder est-ce que le prêt immobilier que j'ai fait à Eva hier, est-ce que ce prêt satisfait ou non des exigences de la taxonomie? Probablement que non, si la personne en question habite dans un immeuble parisien qui est généralement une passoire thermique et qui... voilà, donc c'est vraiment aller regarder toutes ces choses-là. Ça, c'est ce qui se fait en Europe. Après, dans plein d'autres pays dans le monde, il y a des taxonomies qui sont développées.
Je me suis notée sur un post-it certains pays parce que ça peut parfois surprendre. Alors, bien sûr, il y a des grands pays, le Canada, la Russie, l'Inde, toute la région ASEAN, donc d'Asie du Sud-Est, l'Afrique du Sud, le Mexique, le Brésil. Mais vous avez aussi des pays, la Corée du Sud, etc. Mais vous avez aussi des pays beaucoup plus pauvres. Je pense notamment au Bangladesh, à la Mongolie, à l'Indonésie, au Sri Lanka, aux Philippines, beaucoup de pays en Asie du Sud-Est, en fait. Et également au Chili et dans d'autres pays d'Amérique latine. Donc, vous avez environ 35 taxonomies aujourd'hui dans le monde. Et il y a un vrai problème d'harmonisation de tout ça. Et ce n'est pas de l'harmonisation pour occuper des gens comme moi ou comme Noam qui travaillent dans l'administration ou dans des institutions publiques et qui ont besoin de travailler. C'est vraiment parce que les marchés financiers fonctionnent de manière globale. Or, quand vous êtes une grande banque d'investissement française et que vous allez devoir, déjà, au vu de vos exigences européenne, allez devoir calculer l'alignement de vos bilans sur la taxonomie européenne, vous allez devoir un peu savoir ce qui se passe quand même lorsque vous apportez des financements dans le secteur énergétique en Asie du Sud-Est ou en Afrique. C'est aussi important parce que ces pays-là ont besoin d'attirer du capital, on en parlera dans un autre sujet de discussion, et c'est un point, je pense, extrêmement important qu'on a beaucoup trop laissé de côté aujourd'hui en Europe. Le financement, encore une fois, de l'atténuation et de l'adaptation au changement climatique dans ces économies-là, un sous-investissement aurait des effets systémiques financiers qui serait incroyable sur la viabilité, disons, financière des entreprises financières européennes. Donc, il y a un besoin aussi pour ces pays d'attirer du capital et ce de manière durable. Et puis, il y a un besoin d'harmonisation parce que comment est-ce que lorsque vous êtes une entreprise multinationale, vous allez pouvoir établir votre feuille de route de la transition alors que vous êtes situé dans 15 pays différents, selon des critères différents, et ensuite satisfaire toute une série d'exigences réglementaires qui peuvent avoir lieu dans plein d'autres pays différents. Et donc, on n'est pas en train de dire, en tout cas, je ne suis pas en train de dire ici qu'on a besoin d'avoir une taxonomie globale, pour plein de raisons. Alors déjà, politiquement, ça serait impossible, faut le dire comme ça, mais aussi parce que selon les régions, il y a des besoins d'atténuation, d'adaptation qui sont extrêmement différents. On peut pas imposer, c'est pas seulement qu'on ne peut pas imposer au reste du monde ce que fait l'Europe, parce que l'Europe n'est pas forcément la plus ambitieuse sur beaucoup de critères, mais surtout, les besoins d'atténuation dans l'industrie au Brésil, ils sont différents que les besoins d'atténuation de l'industrie en Europe, parce que tout simplement, parce que l'industrie au Brésil n'a rien à voir avec l'industrie en Europe, parce que la priorisation en termes de secteur et en termes de décarbonation est très différente, et les besoins d'adaptation au changement climatique sont évidemment aussi très différents. Mais en tout cas, on a besoin d'avoir une base commune de compréhension, disons, de tout ça, et du coup, il y a beaucoup de travaux qui se font au niveau international. Je m'arrête là pour laisser Noam, évidemment. Je vais laisser Noam réagir aussi et rebondir sur ce que tu dis, effectivement, parce que l'heure tourne. Pardon. Alors moi, je vais être très court. Faut voir que la taxonomie, effectivement, ça existait déjà avant que l'Europe se penche sur le sujet. Et typiquement, dans la taxonomie chinoise, je ne sais pas si tu l'as évoqué, Charlotte, je ne crois pas l'avoir entendu, la Chine, mais jusqu'à présent, ils avaient une taxonomie. C'est très régulé, la Chine. Ils ont encore de la planification écologique ou non, économique du moins. Et il y avait le charbon qui était le charbon vert qui était dans leur taxonomie, qui était éligible à des green bonds verts. Et ça a été supprimé. En fait, ce qui est amusant, c'est que finalement, on régule par de la réglementation des choses qui existaient déjà sur les marchés, puisque les ISDA, ce sont des contrats qui sont négociés avec des règles contractuelles qui sont harmonisées entre les grandes banques d'affaires. C'est l'association ISDA qui fait tous les contrats types sur tous les dérivés de marché, etc. Et ils avaient déjà décidé de leur propre taxonomie qui s'appliquait en fait sur les Climate Bonds Initiative, qui avait déjà établi sa taxonomie. Donc là, en train de réinventer l'eau chaude, pour le faire court, mais c'est décidé par les États. Et donc, quand c'est décidé par des États, il y a des négociations. Les négociations ne vont pas forcément toujours dans le sens de l'intérêt général, parce que les États ont des intérêts particuliers. Ils ne visent pas forcément que l'intérêt général, l'intérêt mondial. Donc, finalement, moi, mon sentiment personnel, c'est qu'à vouloir faire une taxonomie européenne qui partait d'un bon sentiment, finalement, on a régressé par rapport à ce qui se pratiquait déjà sur le marché. Donc, moi, c'est ça que je retiens de cet épisode taxonomique. Sachant que je vous invite à lire je ne sais pas combien de centaines de pages qui ont été produites grâce à ce magnifique travail. Alors, ça permet de rentrer dans le détail, mais je pense qu'il
les gens qui travaillent dans le reporting et dans la conformité dans les secteurs financiers ont du pain sur la planche pour plusieurs décennies là. Donc, je leur souhaite et je vous souhaite bon courage. Peut-être on passe au point suivant. Ouais, Peut-être si je peux juste réagir là-dessus, parce que Ouais. non, je suis tout à fait d'accord. Moi, je pense que c'est surtout aussi que et ça, je le pense sincèrement, parce que je vois que dans d'autres pays, ça ne se passe pas comme ça. C'est qu'en Europe, on a voulu passer je présente toujours ça comme ça, par la petite porte arrière du système financier, du secteur financier, parce qu'il ne faut pas se leurrer, enfin, pardon de le dire comme ça, ce qu'on est entre nous. Politiquement, c'est quand même beaucoup plus simple d'aller demander des choses à faire aux entreprises en termes de transparence pure. Je ne suis pas en train de dire que le reporting ne sert à rien, hein, mais je veux dire, on ne demande pas forcément tout de suite, encore une fois, des changements profonds. Et surtout, on ne fait pas appel à des mécanismes de désincitation. Donc, c'est quand même beaucoup plus simple d'aller élaborer une espèce de feuille de route de la transition dont on a énormément besoin, en passant par des obligations auprès du marché des entreprises qui restent importantes, mais qui ne restent pas profondes, que d'établir justement cette fameuse planification qui aujourd'hui rentre beaucoup plus dans les mœurs en Europe, aussi aux États-Unis. Par ailleurs, la planification climatique, elle existe depuis le début du mandat Biden. Je crois qu'on en parle très peu en Europe, mais il y a des choses super qui se font, et au-delà des multiples lois qui sont sorties récemment. Et ça, je pense que c'est un leurre. Alors que dans justement tous les pays en développement que je citais, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ces pays se disent « Ok, on part aujourd'hui d'une situation où on est extrêmement carboné, on est extrêmement dépendant de plein d'autres pays, financièrement, mais pas que, sur le plan aussi, évidemment, enfin, c'est lié, mais commercial notamment. On a besoin de se décarboner. Voilà les secteurs qu'on va prioriser, voilà les technologies dont on a besoin, voilà les nouveaux procédés dont on a besoin, voilà ce dont on a besoin en termes d'efficacité énergétique. Et du coup, on va aligner tout le monde, on va aligner ce que nous, on doit faire au niveau de l'État en termes de politique publique, souvent via un mécanisme de pricing du carbone, mais pas que. Et puis, on va essayer de pouvoir financer tout ça grâce au marché, parce que ces pays-là ont besoin de capital externe, capital privé, parce qu'encore une fois, ils sont en situation de détresse financière pour l'immense majorité d'entre eux. Et du coup, là, on établit une taxonomie. Et je trouve que l'expérience, elle est extrêmement intéressante et à mon sens, beaucoup plus utile, parce que on vient aider les marchés à comprendre ce qui doit se passer dans ces pays. Et là, pour le coup, l'information, elle est pas là au préalable. Contrairement à ce qui existait en Europe. Donc là, le marché peut pas a priori faire moins bien que ce qu'il ne faisait avant, parce que le marché ne pouvait pas trop faire, en fait. Et c'est justement là l'intérêt justement de développer ces taxonomies. Je pense que c'est un point assez important à avoir en tête, parce que l'expérience européenne, elle s'est faite un peu à l'envers, et je pense que ça fait partie de ce leurre. Par ailleurs, il n'y a que la taxonomie européenne qui fait 1000 pages. Il faut savoir que dans les autres pays, les gens sont beaucoup plus pragmatiques, et heureusement, et ça n'a pas du tout cette... je pense qu'on ne perd pas en qualité en perdant en quantité, en tout cas. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. Je pense que Je m'arrête là. c'est très intéressant ce que vous dites tous les deux, parce que du point de vue des entreprises, on a l'impression que c'est un peu une révolution, tout va changer, parce qu'il y a aussi énormément de nouvelles informations à produire. Je pense que c'est effectivement, ça rajoute énormément de travail et comme vous dites, voilà, des années de boulot pour les personnes en charge de reporting. Et finalement, on peut peut-être être un peu déçu sur l'ambition du projet. Et Charlotte, tu as commencé de toute manière la transition en parlant des pays émergents et du financement des transitions. Donc, c'était l'objet de notre troisième discussion. Qui effectivement, pour demander comment finalement on pourrait financer la transition dans les pays qui représentent 2/3 des émissions de GES mondiales. Voilà, donc comment ça se passe dans le reste du monde. Et c'est peut-être, Charlotte, je te laisse peut-être juste rebondir là-dessus, puisque tu en avais parlé, puis Noam. Mais si tu peux essayer de faire court, parce qu'on a encore un dernier sujet à discuter, ça serait bien aussi d'avoir un peu de temps pour les questions-réponses. Non, bien sûr, je vais aller vite, et on avait insisté là-dessus dans nos discussions, parce que c'est moi, de mon expérience franco-européenne par le passé, je pense qu'on parle très peu de ce qui se passe ailleurs. Or, quand je dis que c'est 2/3 des émissions de gaz à effet de serre, c'est pas nécessairement, en tout cas pour les blâmer, loin de là. C'est parce que en fait, beaucoup de nos émissions à nous, dans les pays dits avancés ou développés, en réalité proviennent de ces pays-là, mais c'est par notre faute, si je peux me permettre de le dire comme ça, du fait qu'on importe à peu près tout ce qu'on consomme, ou presque. Et donc, c'est un immense problème. Et encore une fois, le sous-investissement dans l'atténuation du changement climatique dans ces pays, ça peut devenir un problème systémique extrêmement important, puisque aujourd'hui, il constitue 2/3 de ces émissions de gaz à effet de serre, et sous-investissement dans l'adaptation au changement climatique aussi. Je ne parle même pas de tout ce qui a trait à la biodiversité. Je pose juste ce chiffre, entre guillemets, sur la table, à savoir que 15 des 17 pays dits méga diverse, méga divers au niveau des écosystèmes, sont des pays émergents en développement.
Or, on connaît la valeur des écosystèmes naturels et de la biodiversité pour plein de raisons, pour tous les services écosystémiques qu'ils nous donnent, mais aussi pour atteindre la neutralité carbone. Donc, je pense qu'il faut avoir en tête ces petits éléments-là pour comprendre pourquoi il est important de regarder en dehors de nos frontières lorsqu'on est en Europe ou aux États-Unis, par exemple, même si la situation est différente pour plein de raisons aux États-Unis. Or, il y a très peu d'investissements dans ces pays pour plein de raisons, pour des raisons qui dépassent le seul changement climatique et ses besoins de financement, parce qu'on a un profil de risque et de retour sur investissement qui est pas du tout attractif aussi, parce qu'il faut savoir qu'à la fin, comme l'a dit Noam tout à l'heure, à la fin des fins, le rôle des marchés, c'est de pouvoir se faire rembourser son capital. Enfin, je veux dire, on n'est pas sur de la philanthropie dans l'immense majorité des cas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, on a besoin d'avoir ce profil qui est intéressant parce que ces pays-là souffrent d'attractivité sur plein de raisons institutionnelles, juridiques, aussi parce qu'il est très difficile de mettre, si vous voulez, de développer à l'échelle tout un tas de projets d'atténuation et d'adaptation au changement climatique dans ces pays. Et puis, ces pays sont sous-valorisés pour des raisons aussi propres justement au développement de cette finance dite verte en Europe ou un peu aux États-Unis, à savoir que les scores ESG, par exemple, les fonds ESG investissent extrêmement peu dans les pays émergents en développement et les scores ESG sont l'immense majorité du temps extrêmement défavorables pour ces pays-là pour des raisons structurelles, justement méthodologie de scoring ESG et aussi parce qu'on a une architecture d'information au changement climatique, notamment liée à la transparence, qui est extrêmement peu développée. Et du coup, il y a plein d'instruments qu'il est possible de développer dans ces pays-là par les économies avancées elles-mêmes, parce que la plupart des contributions nationales déterminées de ces pays-là dépendent de conditionnalités financières, à savoir de financement externe provenant de chez nous, de l'Europe et des États-Unis. Et du coup, on a besoin de regarder quelles pourraient être des sources de financement plus innovants, disons, notamment grâce à l'action des banques multilatérales de développement. Il y a ce scandale en ce moment-là qui touche le président nommé par Donald Trump de la Banque mondiale, mais pour des raisons assez évidentes, à savoir qu'il y a très peu d'investissements dits en equity de la part de la Banque mondiale et des banques multilatérales de développement. Il n'y a aujourd'hui pas d'intégration du climat et de la biodiversité dans les dispositifs d'évaluation de soutenabilité de dette du FMI. Il y a des instruments innovants type Sustainability Linked Bond par exemple, ou encore des fonds verts pour les pays émergents, des partenariats publics-privés, tous ces instruments dits de dérisking qui pourraient être déployés dans ces économies-là. Et je voulais juste mettre le point sur le fait que c'est important de regarder aussi au-delà justement des dispositifs, encore une fois, de transparence et d'aller regarder des instruments qui sont aussi adaptés à la prise de risque dans ces pays-là et qui, encore une fois, à la fin des fins, redeviendront un risque pour nous aussi. Et je pense que c'est ça qu'on a du mal à voir aujourd'hui, c'est que ne pas regarder ces pays-là, c'est à la fin faire porter un risque d'autant plus grand sur l'Europe, les États-Unis et les autres pays dits avancés. Donc, je pense que je pourrais en parler des heures, mais c'est important, à mon sens, de mettre un peu l'accent là-dessus. Je ne vais pas être plus long, mais effectivement, c'est plus que la moitié de la population mondiale. C'est clairement là où aujourd'hui sont les principales émissions de gaz à effet de serre qu'on a exportées, qu'on a externalisées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le bilan carbone d'un Français, c'est en moyenne 10 tonnes, mais le bilan carbone de la France, c'est en moyenne par habitant 5 tonnes. C'est-à-dire qu'on double notre empreinte carbone par les biens de consommation qu'on importe. Donc, il faut avoir en conscience qu'en fait, on ne voit plus la pollution ou les émissions de gaz à effet de serre en France parce qu'on les a finalement externalisées, mais c'est bien pour nous, finalement, que ça sert. Donc, d'où l'importance de ne pas les oublier dans les financements et dans l'adaptation et les réorientations de flux financiers. Peut-être on passe au dernier. On va effectivement passer au dernier, mais est-ce qu'il y a Anne-Béatrice, est-ce qu'il y a peut-être une ou deux questions que tu... Non, c'est bon? Non, pour l'instant, il n'y a pas de questions sur cette partie-là. Alors, on passe au dernier sujet qu'on voulait aborder. C'était celui de l'illusion de la finance verte. Donc, comme je disais, c'était lié au fait qu'effectivement, c'est un marché très attractif, l'ESG en ce moment, qui monte beaucoup, pour lesquels d'ailleurs les frais, il me semble, de courtage aussi sont plus élevés que sur le marché normal. Donc, voilà, tout intérêt aussi pour les acteurs de proposer des produits ESG. Et donc, la question, c'est effectivement, est-ce qu'il n'y a pas un peu une illusion d'une sorte de bulle du marché de cette finance? On a vu que la Deutsche Bank avait beaucoup de produits, puis finalement, il y a eu tout un scandale en disant que peut-être que ces produits n'étaient pas si verts que ça, ou si durables que ça.
Comment est-ce qu'on peut prévenir ça? Qu'est-ce qu'on peut changer sur le marché pour éviter une sorte de bulle de la finance verte? Noam, peut-être je te laisse Ouais. d'abord. Alors, trois choses. Il y a la question de la bulle, la question de l'ESG et la question de l'effet d'additionnalité. C'est est-ce que ça a un impact vraiment positif pour l'environnement? Sur le premier, sur la bulle, c'est vrai que c'est souvent la crainte d'ailleurs que le Trésor met souvent en avant, mais Charlotte, maintenant tu peux le dire, c'est pour lutter contre des tentatives. Je vais dire plein de choses aujourd'hui. J'aurais pas dit la moitié de ce que j'ai dit il y a un an, j'aurais pas eu le droit, donc profitons-en. Bon, c'était en exclu alors. C'est bien. Dès qu'on défend la finance verte ou un secteur d'activité donné, d'ailleurs, ça marche dans d'autres domaines, on dit attention, vous allez à trop vouloir inciter, à trop vouloir favoriser, vous allez créer une bulle et donc ça va faire des prix qui ne sont pas des prix de marché. Pour autant, aujourd'hui, les prix ne reflètent pas ce qu'on appelle les externalités négatives ou positives de certaines choses. Et donc, finalement, que le fait que les prix des produits verts, financiers verts, soient supérieurs à ce qu'ils devraient être classiquement, c'est peut-être parce que ça réinternalise des externalités qui ne sont pas visibles par ailleurs. Donc, moi, je ne suis pas encore… et vu la masse aujourd'hui de tout ce qui est produits financiers verts, c'est moins de 1% de tous les produits financiers. Je ne parle que des obligations je parle des fonds equity, c'est encore moins. On est encore très loin d'arriver à un niveau de bulle, alors que je pense qu'il y a des bulles en revanche dans plein de domaines, et on l'a vu avec les subprimes, on ne l'avait pas vu venir, et pour autant, et on dit parfois que c'est le cas sur les prêts, les prêts auto, dans les prêts conso ou ailleurs, il y a plein de systèmes de titrisation et autres qui font qu'il y a des bulles dans plein de secteurs qu'on ne voit pas forcément aussi bien. Alors que là, je pense qu'il y a une rationalité économique à réinternaliser les externalités positives. Sur le sujet de l'ESG, moi, je prends l'exemple du label ISR, Investissement socialement responsable en France. Je peux en parler parce qu'il y a un rapport de l'IGF qui tire à boulet rouge sur ce label. Effectivement, aujourd'hui, comme pour l'ESG, dès qu'on essaie de dire voilà, c'est ISR, si vous regardez ce qu'il y a dedans, vous retrouvez tout le CAC 40. Vous trouvez parfois aussi, pourquoi pas, du porno, de l'armement, des cigarettes. Donc tout ça est ISR parce que c'est le système du best in class, c'est-à-dire que c'est parmi une catégorie, un secteur donné, c'est l'entreprise qui est la meilleure dans sa catégorie, qui fait les meilleurs efforts. Et donc ça conduit à conserver toutes les catégories et donc finalement à ne rien exclure, quasiment, pas grand-chose. Donc c'est vrai que ça a jeté vraiment une mauvaise image de ce label, et je pense aussi, ça a été entretenu, y compris par le Trésor ou d'autres, l'idée qu'il ne faut pas trop être exclusif, il faut au contraire avoir quelque chose de très large pour embarquer, parce que si on est trop précis, trop pointu, on n'y arrivera pas. Et moi, je prends le contre-exemple, je crois au contraire qu'on a besoin d'avoir quelque chose d'extrêmement sélectif pour embarquer les gens vers la qualité plutôt que vers le volume. Et c'est par exemple le cas de l'agriculture biologique. Quand ça a été créé, personne ne pensait que ce serait marginal, ça resterait les marginaux, les agriculteurs marginaux qui y a dedans. Pour autant, ça s'est développé et on pense même qu'aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait 100%. Et même la Cour des comptes dit qu'il n'y a pas assez d'argent qui est mis pour le développement de l'agriculture biologique. C'est vous dire à quel point c'est devenu une norme aujourd'hui sociale et acceptée. Donc voilà un peu ce qu'on devrait faire théoriquement sur les labels. Donc, il y a effectivement aujourd'hui un peu trop de greenwashing de ce côté-là, sachant qu'on parle d'ISR, donc socialement responsable, où l'aspect social a été davantage mis en avant que l'aspect vert, et donc il n'y a pas grand-chose de vert en général, c'est plutôt le respect des relations de travail, du dialogue social, lorsqu'il y a des filiales à l'étranger ou des sous-traitants, qu'on respecte les sous-traitants et les conditions de travail des travailleurs dans les pays en développement. Donc, c'est plutôt tourné là-dessus et ça ne dit rien du côté durable dans le sens écologique, où il y a aussi également urgence. Parce que les fonds ISR et éthiques se sont développés surtout par rapport et en réaction à des scandales. Vous connaissez Nike qui exploitait des enfants au Bangladesh, ou des usines qui se sont écroulées aussi pour des grandes entreprises américaines notamment ou françaises. Et donc, c'est en réaction à ces scandales-là que ça s'est créé. Donc, ça ne résout pas finalement la question environnementale ou climatique. Le troisième sujet, c'était l'effet d'additionnalité, c'est-à-dire est-ce que le fait d'investir dans un produit vert, ça va réellement avoir un impact supplémentaire que si on n'avait pas labellisé vert? C'est-à-dire, est-ce que finalement, le projet n'aurait pas eu lieu de toute façon, même s'il n'avait pas été tagué vert?
Oui, probablement. Il y a une partie d'effet d'aubaine. Pour autant, ce signal qu'on envoie au marché à travers le label ou l'agrément, etc., ça permet quand même de pouvoir distinguer le bon grain de livret, également pouvoir avoir un effet prix, un signal prix aussi derrière, parce que comme je le disais, les obligations vertes aujourd'hui ont une forme de bonus sur le marché, ce qui fait qu'à terme, peut-être les emprunteurs, ceux qui demandent des investissements verts, pourraient être facilités parce qu'aujourd'hui, malheureusement, ce qui fait qu'on manque d'investissements verts, c'est parce qu'ils sont réputés ou souvent un peu moins rentables que ce qui est mainstream, que ce qui est classique. Et donc, on a besoin que le marché soit prêt à une décote sur sa rentabilité pour pouvoir favoriser et qu'il y ait davantage d'investissements dans le secteur vert. Voilà, je ne vais pas être plus long, mais pour garder un petit peu de temps pour les questions. Charlotte, je te laisse peut-être compléter. Non, je rejoins Noam sur l'ensemble. Je pense que c'est aussi parce qu'on veut faire porter à ce marché de la finance verte qui du coup, comme l'a dit Noam, encore aujourd'hui extrêmement limité. On parle beaucoup des green bonds, effectivement. C'est 1%, enfin, pas que les green bonds par ailleurs, hein, les obligations dites durables au sens le plus large, c'est même pas 1% du marché obligataire mondial. Donc certes, c'est 1 trillion en stock, mais c'est 1 trillion, c'est pas grand-chose. Et donc, je pense qu'on veut faire porter à ce marché qui est aujourd'hui du coup très limité par sa taille, même si bien qu'en expansion, disons, des objectifs et surtout un rôle qui n'est pas le sien. Et je pense que c'est un peu ce que j'ai essayé de dire tout au long de cette heure ensemble, c'est-à-dire que les politiques de réglementation financière, surtout de labellisation sur les marchés, ne peuvent pas tout. Et je pense que c'est bien là le sujet. Donc, typiquement, effectivement, je pense qu'il faut aller vers la qualité parce que la transition des entreprises du CAC 40, elle ne se fera pas, à mon sens, via des green bonds, en tout cas pas seulement via des green bonds. Donc, on a besoin d'aller beaucoup plus loin sur d'autres politiques qui sont tout à fait complémentaires, encore une fois, de pricing du carbone, et ce n'est pas forcément que la taxe. Hein. Je pense qu'on oublie qu'il y a plein d'autres moyens de pricer le carbone, mais aussi juste déjà de mise en application, d'enforcement justement de tout ce qu'on a fait par ailleurs en matière de réglementation financière, de politique fiscale, etc., de gouvernance d'entreprise, et plus largement de politique publique qui doivent aussi soutenir ça en amont. Et je pense qu'on en parle très peu. Et un chiffre que je pourrais donner, c'est que, par exemple, la dette des entreprises, en tout cas destinée principalement à l'industrie fossile, donc, et ce partout dans le monde, elle a augmenté de 400% entre 2016 et aujourd'hui. On a calculé ça là, dans un dernier rapport du FMI qui va apparaître dans très peu de jours, avec une expansion, un investissement dans l'expansion, dans le développement de nouvelles centrales à charbon. J'ai les chiffres devant moi qui partent, je ne peux pas dire les chiffres exacts, c'est encore confidentiel, mais grosso modo 200 milliards de dollars en 2016 à quasiment 800 aujourd'hui. Et ce, malgré tous les jolis discours sur la finance verte. Et je ne dis pas ça pour blâmer justement la finance verte, même s'il y aurait des choses à blâmer aussi sur ce qui peut se passer parfois, mais justement pour dire qu'on ne peut pas faire porter l'ensemble du financement de la transition sur un marché qui, de fait, est en train de se développer et qui, aujourd'hui, ne peut se développer faute d'avoir des règles beaucoup plus ambitieuses, à mon sens, que quasiment sur la base, effectivement, de labels, de transparence et de bonne volonté, j'ai envie de dire aussi, de la part de beaucoup. Donc, je pense qu'il ne faut pas oublier ça. Charlotte, tu pourras peut-être quand le rapport sera sorti, peut-être nous le partager, et puis, enfin, me le partager, puis je le partagerai avec les participants. Je pense que ça peut. Oui, bien sûr, avec plaisir. C'est centré sur les économies émergentes et beaucoup sur. C'est pas juste, justement, c'est surtout ce que doit faire le FMI et c'est pas tendre, même si il est produit par le FMI. Donc, c'est assez. Ça dépasse un peu notre débat, mais totalement. Et ces chiffres sont hyper intéressants, même si le graphe que j'ai là en face de moi, si vous voulez, fait un peu peur, je pense. Il faudrait un peu plus en parler. Merci beaucoup. Alors, il nous reste voilà, même pas 10 minutes pour… Désolée, c'est de ma faute, j'étais bavarde. Non, mais c'est très bien, on a quand même réussi à aborder tous les sujets. Il y avait une question là que je voyais sur le One Planet Data Hub. Oui. Alors, je ne connais pas l'initiative, mais quelqu'un qui demandait si ce projet de plateforme de données sur le comportement des entreprises vis-à-vis du changement climatique porté par la France n'est pas contraire aux intérêts européens, français versus États-Unis. Voilà, je ne sais pas si l'un de vous veut réagir là-dessus. Alors moi, je peux réagir rapidement. Moi, j'ai connu l'époque où on s'est fait imposer des nouvelles normes comptables par les États-Unis qui ont défavorisé les entreprises françaises et favorisé les entreprises américaines dans leur valorisation sur le marché.
avec les façons de considérer un certain nombre de comptes comptables, etc. Enfin bref. Et donc, ce fait qu'on a les normes françaises et les normes américaines. Et pour toutes les entreprises qui sont des groupes, donc qui consolident et qui sont cotées sur les marchés, ils sont obligés d'appliquer les normes américaines. Sinon, les entreprises classiques appliquent les normes comptables françaises. Et donc, il est aujourd'hui primordial, si on considère qu'à terme, tout ce qui est information extra-financière et notamment climatique vont avoir une incidence sur le prix, que la France et l'Europe aient ses propres normes et arrivent à les imposer à niveau international, plutôt que d'attendre que ça vienne des États-Unis. Et je peux vous dire que depuis que les normes ISO ont lancé des groupes de travail sur les finances vertes, etc., les Américains sont très présents dans ces instances-là pour essayer d'imposer leurs points de vue qui leur seront plus favorables. Et donc, il faut absolument s'assurer que, et souvent, ce n'est pas forcément dans l'intérêt général, hein, évidemment, vous vous en doutez, c'est parce que ça leur permet, ces entreprises-là, d'avoir des avantages ensuite concurrentiels qui ont rien de très légitime. Donc voilà, on a vraiment intérêt, et l'objectif de ce Data Hub, hein, c'est de faire en sorte que l'article 173, devenu 39 LEC, la loi énergie-climat, et maintenant CSCRD, etc., au niveau européen, ça soit la norme qui s'applique au niveau international et pas qu'on se laisse imposer des normes venues des pays anglo-saxons. Charlotte, une réaction, toi, des Non, États-Unis? je suis d'accord avec ça. Après, je pense pas que ce soit le One Planet Data Hub qui va fixer la norme, malheureusement. Enfin, je pense parce qu'il y a d'autres standard setters qui le font en fait. Mais ça c'est pour le coup. Alors moi, je vais être très dure et justement, je n'aurais pas pu le dire lorsque j'étais au Trésor. On a commencé à travailler là-dessus en début 2019 avec Patrick de Cambourg. En juin 2019, on avait un rapport qui disait qu'il fallait faire la standardisation au niveau européen, qu'il fallait aller vite, qu'il fallait financer, qu'il fallait avoir un standard européen. Parce qu'à l'époque, je rappelle que c'était encore Trump et que du coup, l'Europe pouvait avoir le lead. Après, ça te fait racheter toutes ces agences de notation extra-financière, faute d'avoir, à mon sens, une politique industrielle suffisamment bien normée. Et du coup, tout le monde allait pleurer après en disant les grands méchants américains ont racheté. Bah oui, il faut mettre de l'argent à un moment. Je ne suis pas en train de dire que tout doit être dicté par l'argent, mais c'est malheureusement le monde dans lequel on vit. Et donc, après, voilà. Donc, on sort le rapport en 2019. L'Europe aura pris 3 ans à sortir une directive et un standard qui n'est même pas encore adopté et qui, du coup, n'est pas mis en application. Donc, forcément, il s'est passé quoi? Enfin, pardon de le dire comme ça, hein, mais sincèrement, c'est ça. L'ISSB a été créé, en plus avec un Français à la tête. Les Américains, Biden a été élu. Je rappelle que la SEC a une règle de reporting extra-financier depuis 1971. Il y avait des lignes directrices sur le reporting climatique qui dataient de 2010 et qui étaient même plus ambitieuses que la TCFD. Donc, ils avaient en plus déjà quelque chose. Ils sortent leurs règles. Donc, effectivement, un peu moins ambitieuses, plus ambitieuses que beaucoup auraient pensé, mais moins ambitieuses, effectivement, que la règle européenne. À partir du moment où si cette règle elle est adoptée en novembre qui vient, elle est mise en application en janvier. Alors certes, c'est les États-Unis, c'est un pays, ils ne sont pas 27 à devoir se mettre d'accord, j'en suis bien d'accord, mais en attendant, le train aussi le train réglementaire aurait été beaucoup plus rapide et c'est là le problème. Et donc je pense que ces initiatives internationales, le FMI par ailleurs est parti, donc je dois dire que c'est très bien, etc. C'est vrai, je dis juste que je ne pense pas qu'on pourra rattraper uniquement par des initiatives volontaires privées. On le voit avec ce qui se passe aujourd'hui, notamment dans le GFAN, etc. Parce que tout ça, c'est lié. Rattraper des retards réglementaires et de supervision qui sont conséquents. Donc, je pense que c'est important. Après, est-ce que je laisse ça là? Je ne donne pas mon avis parce que je n'ai pas trop le droit. Mais est-ce que le fait que le président français s'allie à Michael Bloomberg pour faire ça, est-ce que c'est la meilleure idée? Je ne sais pas. Pour pouvoir justement prendre la main sur la norme, je ne pense pas que Michael Bloomberg ait nécessairement à cœur la norme européenne. Mais bon, je suis peut-être trop pessimiste. Donc, voilà. C'est un sujet passionnant. Je pense qu'on pourrait faire tout un webinaire sur les normes et les lobbying qu'il y a derrière, effectivement, et les enjeux qu'il y a derrière, finalement, mettre une norme que l'autre, voilà, défendre la double matérialité ou non. Mais il y a aussi un peu d'autres questions. Alors, il y a une question. Alors, attendez. Sur le politique ne met-il pas trop l'accent sur, c'est encore sur la norme et l'information n'est pas assez sur l'incitation financière, fiscale et financière in fine. Je pense que c'est peut-être un peu ce que tu disais, Charlotte, par rapport à la taxe, alors pas forcément carbone, mais d'autres incitations fiscales éventuellement qui pourraient… Je pense qu'il y a des incitations, enfin la taxe est une des incitations, mais je pense que aussi des incitations. Je vous invite à regarder
parce qu'il y a aussi, il peut y avoir de temps en temps, c'est rare, mais des choses, enfin c'est rare, non, mais bref, des choses bien qui se passent aux États-Unis. Dans le Inflation Reduction Act qui a été voté récemment, ils prennent la carotte justement, c'est-à-dire qu'on price le carbone de manière inversée par rapport à la taxe. Je pense que c'est des choses intéressantes à regarder. Non, mais effectivement, je pense que ça ne suffit pas. Enfin, je veux dire, clairement, j'ai beau moi-même être passionnée par ce sujet, travailler là-dessus toute la journée et avoir négocié la taxonomie, je ne pense pas que ça suffise, enfin, loin de là. Et donc, effectivement, il faut aller beaucoup plus loin, mais c'est compliqué pour plein de raisons, enfin, essentiellement politique et aussi d'acceptabilité sociale. Enfin, on les connaît, toutes ces raisons-là. Donc, oui, enfin, il y aurait plein de choses à dire sur ça. Mais avant de Ouais. bonusser ce qui est vert, il faut d'abord malusser ce qui est C'est ça. brun. Donc, Et on ne le et fait pas aujourd'hui. ça, en général, les banques ne l'ont pas entendu dans les questions de ratio prudentiel, justement, mais c'est quand même ça le sens de l'histoire, c'est qu'il faut, si ce n'est pas interdit, en tout cas taxer fortement ce qui n'est pas bon. Donc, où il y a une première étape qui est vraiment très légère, c'est le fait que dans l'assurance vie, il faut maintenant proposer au moins un fonds vert ou labellisé dans les unités de compte. Mais c'est qu'une proposition, ce n'est pas l'obligation de souscrire. Donc voilà, ça commence tout doucement, parce que vous savez que l'assurance vie, c'est une des plus grosses niches fiscales en France. Donc il faut effectivement faire en sorte qu'elle soit réservée normalement à des choses positives, ce qui est encore très très loin d'être le cas, parce que je ne sais pas s'il y a des assureurs autour de la table aujourd'hui, mais c'est défendu, l'assurance vie, bec et ongles, et on n'a pas le droit de beaucoup y toucher. Je prends une dernière question et ça sera à la fin de Maxence, qui est quelqu'un qui vient souvent d'ailleurs aux réunions de notre groupe. N'est-il pas trop ambitieux de chercher à apprécier l'ensemble des critères ESG? À votre avis, ne serait-il pas opportun de prioriser les critères environnementaux? Donc, focus environnement et en mettre côté social et gouvernance. C'est c'est le choix qu'a fait la Commission européenne en commençant parce que son plan, c'est plan finance durable. Et il voulait effectivement aborder l'ensemble des trois lettres, environnement, social, gouvernance. Et ils ont décidé que vu l'urgence, il fallait commencer par le climat. C'est même pas l'environnement, c'est le climat, avec quand même le principe du do not harm, c'est-à-dire ne pas faire de mal sur d'autres sujets comme la biodiversité, etc. Mais en tout cas, là, le choix, il a été clairement établi. Et donc, la taxonomie qui a commencé par les questions vertes, théoriquement, les discussions ont démarré gentiment sur les questions sociales, mais voilà, il y a eu ce choix a été fait compte tenu de l'urgence. Mais moi, je partage que effectivement, il est important de faire la question environnementale. C'est pas moi qui vais dire le contraire à l'ADEME. Mais néanmoins, je dois reconnaître que faire du 100% environnemental sans tenir compte des conséquences sociales des changements que ça va induire, ne serait-ce que parce qu'on va fermer peut-être des usines d'auto, des centrales à charbon, etc., ça va conduire à pas mal de bouleversements sociaux. Donc, je ne sais pas si c'est la finance qui va le résoudre là aussi également, mais en tout cas, ne pas passer à côté de ça, ça va nous conduire à des mouvements type gilets jaunes un peu partout dans le monde auxquels on n'est pas non plus prêt. La question de l'acceptabilité de la transition écologique est primordiale pour qu'elle ait lieu. Oui, c'est quand même la question sociale, de la justice sociale dans toute cette transition est quand même centrale. En tout cas, ce que je note merci beaucoup, je pense que c'était très riche. On a dépassé de 2 minutes, mais ce que je note quand même, c'est que par rapport à la question qu'on avait demandée, enfin, la problématique qu'on avait posée, si la finance peut changer pour nous permettre de vivre dans un monde habitable, voilà, j'ai l'impression qu'on n'y est pas encore, qu'en tout cas qu'elle ne va pas changer seule. Il faut qu'elle soit incitée à bouger. J'ai noté les mots de supervising, de politique publique, de l'incitation fiscale aussi pour que les choses bougent. J'ai l'impression que vous portez un message aussi que le marché ne va pas pouvoir le faire tout seul, qu'il va falloir le pousser et mettre en place des incitations réelles, peut-être contraignantes aussi pour le faire. Mais en tout cas, merci beaucoup, vraiment. Merci Noam, merci Charlotte. C'était un échange très riche. Merci Anne-Béatrice d'avoir gardé un œil sur les discussions. J'espère que on était en petit comité, c'est très bien. J'espère que les uns et les autres, vous avez pu poser vos questions. Ça a été le webinaire a été enregistré, donc on pourra vous le partager pour ceux qui aient participé
au webinaire. Et puis, je vous enverrai aussi la documentation qu'a mentionnée Charlotte. Et je crois que vous avez quelques documents aussi pour aller lire un peu de taxonomie ce soir avant de s'endormir que Noam a partagé sur les pour je pense que c'est parfait pour s'endormir. Voilà. Il y avait une appli RGPD, je me souviens, quelqu'un lisait le règlement sur la protection des données personnelles. Je pense que vous pourriez le faire. Et je dis ça, je vais écrire une partie de ce règlement taxonomie, mais vous pourriez carrément le faire sur la taxonomie. Ah bah oui, ça vous permet vraiment. Vous gagnerez des frais d'économie de somnifères. C'est meilleur pour la santé. Merci beaucoup à toutes et à tous. Excellente soirée et à très bientôt pour le groupe. Et merci Charlotte, merci Noam encore une fois. Et voilà, à très bientôt dans le développement durable. Merci beaucoup, à bientôt. Bonne journée. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci.